Bienvenue à Prepping en temps de crise. Mon nom est Vic Survivaliste et nous sommes le dimanche 6 novembre 2022. Bonjour à tous et bienvenue à l'opus 7 de Prepping en temps de crise. Comme vous le constatez, ma voix a l'air de tenir. C'est pour mon plus grand bonheur et pour la sanité de vos oreilles. Il faut le reconnaître. Ce que je trouvais pénible dans les pires moments de ma voix, c'est de devoir me réécouter parce que, évidemment, quand on fait du montage, même si le montage est quand même minimal, on n'a pas le choix de se réécouter et ça, vous n'avez pas idée à quel point ça me faisait royalement chier de devoir écouter ma voix telle qu'elle était. Bon, espérons que c'est du passé. Espérons que ça ne reviendra plus et qu'on s'en va vers des temps meilleurs. Espérons qu'on s'en va vers des temps meilleurs. Ouais, disons. Bon, ben aujourd'hui, je vais vous parler de... J'ai plusieurs sujets que je veux aborder d'une fois à l'autre qui sont pas tellement d'actualité ou qui, en fait, pourraient servir à expliquer une partie de l'actualité, mais qui ont des racines très profondes dans le temps. Ceux qui ne le savent pas, j'ai quand même un background d'historien. J'ai étudié en histoire. Recherche, là, pas enseignement. Alors, je m'intéresse toujours aux causes profondes de ce qui se passe. Et puis, bon, ben, il y a des trucs qui s'expliquent uniquement si on va regarder 40, 50, 60, 80 ans en arrière. Comme, par exemple, la guerre en Ukraine, ça remonte pas à 2022, là. Ça remonte même pas à 2014, ça remonte à bien avant ça. Ça remonte aux années 50 avec les tentatives des États-Unis de provoquer des soulèvements en Ukraine. Et puis ça remonte encore un petit peu avant, si on regarde le comportement des Ukrainiens face à l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des gens qui ont trahi le pays qui était l'Union soviétique pour s'aligner avec des Allemands qui avaient une idéologie qui voyait les Slaves comme étant des êtres inférieurs. Et ils se sont quand même alliés avec ceux qui les méprisaient. Et puis, à un moment donné, bon, l'alliance a éclaté. Mais essentiellement, ce que faisaient les Ukrainiens pendant la guerre, les bandéristes, c'était du terrorisme, tout simplement. Ils allaient assassiner des gens qui étaient liés au régime soviétique, ou ils faisaient la terreur à ceux qui étaient membres du parti ou qui soutenaient encore Moscou alors que l'Ukraine était occupée par les Allemands. Et ils se sont même retournés contre les Allemands. On dirait des... Excusez l'exemple, mais on dirait un chien hargneux qui va mordre tout ce qui est à sa portée. Et puis, bon, avant ça, l'Ukraine, c'était pas grand-chose. Ça n'a pas été un pays très souvent et très longtemps non plus. Mais pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut absolument connaître tout ça. Alors moi, quand je regarde les spécialistes de l'Ukraine, les toutologues, comme dirait Xavier Moreau, qui viennent expliquer de toute leur science le conflit en Ukraine, ben, c'est pas très sérieux, hein? Et puis quand je vois tous les NAFO fellas, c'est-à-dire les gens qui font de la propagande pour l'Ouest, contre la Russie, en soutien de la très démocratique Ukraine, ben, ces gens-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais vraiment pas. Aller dire que les Russes, c'est des nazis, c'est une insulte à l'intelligence. Oui, il y a des nazis en Russie. Il y en a quelques-uns. Mais oui. Puis il y en a au Canada, puis il y en a aux États-Unis, puis il y en a en France, puis il y en a partout. Mais des poignées. En Ukraine, ils ont des partis politiques, ils ont des unités dans l'armée qui sont ouvertement nazis, qui pratiquent l'idéologie nazie, mais une idéologie dégénérée. Dans le sens que dans le nazisme, on avait
l'idée d'une supériorité de la race allemande, et de cette supériorité-là, le droit de s'étendre et de prendre des territoires qui appartiennent à d'autres pour que l'Allemagne puisse prospérer, entre autres. C'était une idéologie socialiste aussi, donc le but était de créer un homme nouveau qui allait avoir l'idéologie nazie et qui allait, bon, les SS par exemple, c'était des corps d'élite, mais politisés. C'était des militants nazis, même si l'éducation idéologique, à un moment donné, est devenue minimale. Le modèle des Ukrainiens, c'est une idéologie qui était adaptée et qui servait l'Allemagne, et ils l'appliquent à eux-mêmes, alors qu'eux-mêmes sont le peuple inférieur qui devait être tassé et mis en esclavage par les Allemands. Et par une transposition un peu stupide, ils ont décidé que la race inférieure pour les Ukrainiens, c'était les Russes, c'est-à-dire d'autres Slaves comme eux. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est complètement dégénéré, parce que ça ne tient même plus compte d'aucune réalité, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit historique, qu'elle soit politique, qu'elle soit géographique. C'est complètement débarrassé de tout ça. En fait, c'est une idéologie qui convient à des gens qui aiment pratiquer le terrorisme. Ça leur prend un ennemi, et puis c'est cet ennemi-là qui vont aller détruire, qui vont aller persécuter, et c'est tout à fait correct comme ça. Bon, j'étais pas parti pour parler d'Ukraine, mais tout ça pour vous dire que les sujets ne manquent pas, et la perspective historique d'une multitude de sujets est difficile à développer dans une émission comme celle-ci. Je pourrais le faire de temps à autre. Je vais essayer de le faire. Je l'ai fait sans l'avoir prévu, mais je vais quand même essayer de le faire le plus possible. Mais il y a des sujets comme, par exemple, l'avortement, le féminisme, qui, en soi, de prime abord, n'ont rien à voir avec le prepping. De prime abord. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Occident à cause d'idéologies qui ont été mises en place et popularisées au siècle dernier. Le mouvement féministe a été très, très important pour venir, si on veut, saper les bases morales de l'Occident. Et puis là, je ne suis pas en train de dire les femmes devraient retourner dans la cuisine et faire des enfants mâles de préférence. C'est pas ça que je dis. Je dis que avec le mouvement féministe, qui est une idéologie en soi, il s'est produit des effets qui ont été foncièrement néfastes et qui ont miné les bases de ce qui faisait la force des civilisations européennes et nord-américaines. Comme disait Machiavel, et Machiavel, c'est probablement le penseur que j'estime le plus au niveau des idées politiques, parce que Machiavel, on utilise le mot machiavélique, et ça, malheureusement, c'est un mauvais usage du mot. Machiavel n'était pas un homme mauvais. Machiavel était un observateur. Un observateur qui comprenait comment ça fonctionne, le sort d'un pays, le sort d'un peuple et son destin. Et il a fait un livre qui s'appelle Discours sur la première décade de Tite-Live, qui est, dans le fond, un traité historique sur Rome, sur les causes de la chute de Rome. Et, il y a plein de gens qui vont arriver, qui vont dire « Ouais, c'est quand ils ont abandonné la démocratie, ça a été le début de la fin. » Et d'autres vont dire « Ah, c'est quand ils sont devenus cosmopolites, ça a été le début de la fin. » Et, il y a plein d'explications qui ne sont pas fausses en soi, mais
qui ne contiennent pas la totalité, si vous voulez, de l'explication. Et Machiavel a attribué la chute de l'Empire romain à la perte de sa virtu. C'est, en français, ça se traduirait par vertu, mais ça ne veut pas dire la même chose. La vertu, c'est ce qui fait l'essence d'un peuple. C'est composé de ses croyances religieuses, de ses valeurs, de son histoire et de ses traditions. Et à partir du moment où Rome a cessé d'être romaine, dans le sens traditionnel du terme, eh bien, c'est là que ça a commencé à dégénérer et que ça a perdu sa force. On peut faire une analogie avec les États-Unis. Les États-Unis, qui sont clairement une puissance déclinante, plus que déclinante, même en chute à ce moment-ci. Elle est en chute, qui a dominé complètement la planète pendant une vingtaine d'années après la chute de l'Union soviétique et qui s'est laissé récemment dépasser par la Chine en termes économiques et par beaucoup de pays en termes technologiques. C'est assez inquiétant de voir cet empire si puissant avec un peuple si attachant. Les Américains, ils sont attachants. Moi, je les aime, les Américains. Je suis allé souvent aux États-Unis. J'ai peut-être parcouru 30, 35 États sur les 50. Et puis, les gens sont sympathiques partout. C'est sûr, souvent en petite campagne. Et puis, dans un coin perdu, tu vas te faire regarder bizarrement. Mais c'est le cas de toutes les petites campagnes dans des coins perdus au monde. Mais pour le reste, c'est des gens qui avaient des valeurs qui étaient solides et qui étaient traditionnelles, mais de moins en moins de nos jours. Mais c'est quand même un endroit où on se promène dans la rue et quand on croise des inconnus, on peut leur dire bonjour. En fait, dans certains endroits, on doit leur dire bonjour. Je me souviens d'une expérience à Daytona Beach. Je sortais du dépanneur, c'était la première fois, une sorte de dépanneur, c'était la première fois où j'allais tout seul dans un dépanneur. Je devais avoir 12 ans ou 13 ans. Et puis, un dépanneur aux États-Unis, évidemment, là. Genre, mes parents attendaient dans l'auto, puis moi, je suis rentré. Et puis, la porte s'ouvre devant moi. Qu'est-ce que je vois? Un député, un policier, dans le fond. Il me regarde, et il dit « Good morning ». Et moi, j'ai balbutié un « Good morning ». Je n'étais pas habitué à ça. Et puis, tous les gens que je croisais, je ne faisais pas attention parce que je marchais avec mes parents avant. Mais là, j'ai commencé à faire attention. Les gens se saluent dans la rue. Mais comme je vous dis, c'est pas partout. Bref, c'est un grand peuple, un peuple que j'aime. Et c'est un peuple qui va énormément souffrir parce qu'il n'a pas été préparé à ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient, c'est carrément l'effondrement du dollar comme monnaie de réserve. Et c'est ce qui permettait aux États-Unis de pouvoir être la première puissance mondiale sans produire, sans vendre des marchandises, sans vendre autre chose que des services financiers. Et malheureusement, même si l'argent est puissant, $1 million d'un côté et un obus de 152 qui arrive de l'autre, le $1 million, il ne peut pas détruire le but, mais le but, lui, peut détruire le $1 million. Vous comprenez? Enfin, on va s'arrêter là parce que c'est pas tellement le moment de parler de tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais parler des impulsions électromagnétiques. C'est une chose qui peut-être, malheureusement, potentiellement d'actualité. On parle du conflit en Ukraine, on y revient toujours. Et c'est quelque chose qui peut se produire naturellement, qui va se produire naturellement. Et il s'en produit toujours une très grosse à certains intervalles. Et ça peut considérablement perturber nos économies, nos canaux de distribution, notre logistique, et se traduire par des
milliards de morts. Et en deuxième partie, ben, je vais revenir un petit peu sur l'Ukraine, et évidemment, mais peut-être en prenant un peu de recul et en regardant quel est le potentiel que ça chie solide et que ça se détériore. Qu'est-ce qu'une impulsion électromagnétique? C'est souvent abrégé sous les lettres IEM, impulsion électromagnétique, ou en anglais, beaucoup plus couramment, EMP. Alors, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, ce sont des ondes électromagnétiques qui sont produites en énorme quantité et qui viennent saturer les circuits, les câbles électriques et viennent faire entrer dans ces systèmes-là une trop grande quantité d'énergie. Ça peut perturber les communications pour une durée courte ou longue, et ça peut même endommager les circuits de manière irrémédiable en les faisant tout simplement fondre par chaleur, étant donné la grande quantité d'énergie qui s'est accumulée dedans. Il existe beaucoup de sources d'impulsion électromagnétique, et les plus, je dirais, les plus préoccupantes sont d'origine naturelle, c'est-à-dire une éjection de masse coronale du Soleil, ou la détonation d'une bombe atomique. Chaque explosion atomique s'accompagne d'une impulsion électromagnétique. Maintenant, si la bombe a été envoyée pour détruire une ville, l'impulsion électromagnétique va être limitée dans la distance. Parce que, bon, la bombe n'est pas au sol, mais presque au sol quand elle explose. Et il y a la ligne d'horizon qui vient. Vous savez, les ondes, ça se déplace en ligne droite. Et la ligne d'horizon vient, dans le fond, protéger un peu ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Mais il y a aussi les bombes qu'on fait éclater à dessein en très haute altitude. On parle de 250 km d'altitude, par exemple. Si on en fait exploser quelques-unes au-dessus des États-Unis, eh bien, c'est toutes les communications au-dessus des États-Unis qui viennent de s'arrêter net. Les ordinateurs qui fonctionnent vont s'arrêter net. Il y en a des ordinateurs parmi tout le lot d'ordinateurs, tout ce qui a un circuit imprimé dans le fond. Certains vont tout simplement être grillés. Et tout ce qui s'appelle électricité va avoir de la difficulté à circuler. On parle surtout de petits courants. Parce que justement, tout va être perturbé au niveau électrique et au niveau magnétique. Donc, si on veut, je ne sais pas moi, attaquer un pays, on peut faire exploser une bombe atomique en altitude et toutes les communications vont être mortes, sauf pour quelques systèmes qui vont avoir été protégés. Ce qui veut dire que ça devient très facile de pouvoir envahir ce pays-là parce qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner. Même les véhicules ne fonctionneront pas. L'effet est temporaire pour les circuits qui n'auront pas fondu et évidemment permanent pour les circuits qui auront fondu. Ça, c'est, comment je dirais, c'est pas le pire qui peut arriver. Le pire qui peut arriver, c'est une éjection de masse coronale. Ça, c'est le Soleil qui va éjecter une partie de sa masse, une très petite partie de sa masse, et qui va la projeter quelque part autour de lui. La majorité du temps, ça passe à côté de la Terre. On peut mesurer une élévation de l'énergie, mais c'est pas tragique. Mais quand on est frappé de plein fouet par cette masse-là, qui arrive avec beaucoup d'énergie, c'est là que ça devient dangereux. Et là, je vais vous parler du Carrington Event. C'est un événement qui s'est produit au 19e siècle. On a pu le mesurer pour une raison, c'est qu'on avait déjà des circuits électriques qui étaient installés un peu partout sous la forme de télégraphes.
Donc, lors de cet événement, il y a eu une éjection de masse coronale. Cette masse-là a frappé la Terre et beaucoup de particules à très haute énergie se sont rendues jusqu'au sol. Ça a perturbé les télégraphes. Il y a certains postes de télégraphe qui ont carrément pris feu parce qu'il y avait trop de chaleur dans le métal des fils et des équipements de télégraphie. Ça a carrément fait flamber les télégraphes. Et bon, évidemment qu'à l'époque, c'était quand même quelque chose d'impressionnant. Il y a eu des aurores boréales qui ont été vues un peu partout, à des endroits où on ne les voit jamais. Et ça a été un événement qui, s'il s'était produit, disons, dans les années 50, 60 ou 70, aurait été vraiment tragique pour tous les pays développés. Parce qu'à l'époque, on n'aurait pas été aussi protégé qu'on peut l'être maintenant. Mais maintenant, on l'est d'une certaine manière. C'est-à-dire, on connaît plus le phénomène. Et les systèmes qui sont vraiment critiques, c'est-à-dire Défense nationale et compagnie, eux sont protégés. Mais la majorité de la population, elle, va être exposée complètement aux effets de l'impulsion électromagnétique. Et si ça vient du soleil, il y a des bonnes chances que tous les circuits informatiques, les chips, les cartes mères, tous ces trucs-là, les condensateurs, tout ce qui se trouve dans un ordinateur et qui se trouve dans des appareils électriques, tout ce qui est circuit et chip va être carrément toasté. Ça va fondre. Et quand c'est fondu, c'est fini. Il y a eu toutes sortes de scénarios catastrophes qui ont été élaborés à partir des impulsions électromagnétiques. Mais c'est rarement aussi tragique que ce que je viens de décrire. Par contre, ce genre d'éjection de masse coronale, on est susceptible d'en vivre à peu près à tous les 150 ans. Ça, c'est une moyenne. On peut en avoir 2 de suite à 2 ans d'intervalle, ou on peut être 1000 ans sans en recevoir une de la même ampleur. Mais le Carrington Event a été quand même assez important. Ça a fait partie des grosses impulsions électromagnétiques qu'on a reçues, et c'était la première dont on pouvait voir les effets en temps réel sur les équipements électriques. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, il n'y a pas beaucoup de moyens de se protéger. En fait, il y a juste une manière de se protéger, c'est la cage de Faraday. Qu'est-ce que la cage de Faraday? Eh bien, c'est une boîte en métal. Ça peut être un grillage. Ça peut être l'équivalent d'une moustiquaire, mais en métal, qui va être fermé hermétiquement. Même, ça peut être un grillage, mais du moment que toutes les mailles se touchent et qu'il n'y a pas de jeu dans les joints. Donc, ce qui va être à l'intérieur de la cage va être protégé. Quand j'avais mon blog, à l'époque, j'avais fait une vidéo et j'avais pris une boîte de café en métal. J'avais mis un cellulaire qui recevait la radio. À l'époque, les cellulaires pouvaient recevoir la radio. Et où je faisais jouer quelque chose sur YouTube. Je ne me rappelle plus, mais c'était un signal qui était pris live, via soit Internet, soit par les ondes. Peu importe. Et j'avais pris mon téléphone, je l'avais mis dans la boîte, et sur le dessus de la boîte, j'avais mis un papier aluminium avec un élastique autour pour être sûr que les joints étaient vraiment collés sur le métal. Et 15 ou 20 secondes après, la transmission a cessé. On n'entendait plus mon téléphone. Pourquoi ça a pris 15 ou 20 secondes? Ben, tout simplement parce que quand on reçoit un signal live, c'est mis dans un tampon et c'est joué. Par la suite, c'est restitué par la suite. Donc, il a épuisé son tampon. Il n'a pas pu renouveler ses paquets qu'il recevait pour faire jouer la musique. Et ça s'est arrêté. Quand j'ai réouvert la boîte de café métallique,
et que j'ai sorti mon téléphone, la communication a pu être établie et ça fonctionnait. Donc, c'est tout simple, se protéger. Vous pouvez prendre du grillage à moustiquaire, à cage à poules, peu importe. Mais sachez une chose, ça va bloquer toutes les longueurs d'onde qui vont être supérieures au plus grand de vos trous. Alors, si vous prenez de la moustiquaire et que chaque trou a un diamètre de, disons, 2 mm, eh bien, toutes les longueurs d'onde supérieures à 2 mm vont être bloquées. Si votre EMP arrive avec des ondes d'1 mm et moins, ben là, vous l'avez dans le cul. Alors, vous ne serez pas protégé. L'idéal, évidemment, c'est la boîte pleine, avec des joints qui sont vraiment hermétiques, métal contre métal, et vous mettez une mise à la terre pour être bien certain que l'énergie ne sera pas accumulée sur le métal. Et puis vous mettez vos appareils à l'intérieur, ils doivent être isolés du métal. Vous pouvez mettre un tapis de caoutchouc, vous pouvez mettre du carton ondulé. L'important, c'est que ça ne touche pas au métal. Et puis, vous oubliez ça. S'il arrive un EMP, vous allez avoir vos appareils dans la cage de Faraday qui vont continuer à fonctionner. Est-ce que les risques sont élevés? Non, pas beaucoup. Par contre, les conséquences peuvent être dramatiques. Est-ce que vous pouvez vous protéger contre ça? Oui, mais ça donne quoi? Je m'explique. Si vous avez une maison qui est reliée au réseau électrique et que l'EMP arrive, vous pouvez acheter un petit device qui est vendu par EMP Shield, mais je suis certain qu'il y en a d'autres qui le font. C'est un petit appareil qui va simplement bloquer l'arrivée du survoltage dans votre système électrique de maison. Ça va s'arrêter à l'entrée de la boîte électrique. Alors, tout ce qui va être branché dans votre maison n'accumulera pas d'énergie électromagnétique et donc ne sera pas brisé. Fait que là, vous vous dites, parfait, je suis protégé, super. Mais le réseau électrique, lui, il n'a pas tenu. Ce qui fait que vous avez une maison avec plein d'appareils fonctionnels, mais pas d'électricité pour les faire fonctionner. À l'inverse, ben, vous pouvez y aller comme ça en vous disant, quand il y aura de nouveau de l'électricité, mes appareils vont fonctionner, il n'y aura rien de brisé. Ça peut être dans quelques jours et ça peut être dans quelques années. Ça dépend de l'intensité de la crise, si on veut. L'autre approche, c'est si vous avez des panneaux solaires. Ben là, à ce moment-là, il existe aussi le même genre d'appareil pour protéger vos panneaux solaires. En fait, ce n'est pas les panneaux qui sont en danger, là, c'est au niveau de votre MPPT, du convertisseur de charge et tout ça. Là. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais c'est les appareils qui sont derrière les panneaux qu'il faut protéger. Et encore là, il existe ce petit appareil de EMP Shield que vous allez pouvoir installer. Et là, aussitôt que la crise est passée, aussitôt que les niveaux d'énergie électromagnétique sont revenus à la normale, ben là, vous remettez le courant. En fait, le courant n'aura jamais cessé. Et puis, vous allez pouvoir utiliser vos appareils qui sont branchés sur votre réseau solaire. Ça fait beaucoup de détails techniques, mais tout ça est pour dire qu'il y a moyen de s'en protéger. Ils vendent aussi les mêmes appareils pour les véhicules. Je connais personnellement 2 personnes qui en ont. Et bon, ben, ça vous permettrait, s'il y a une éjection de masse coronale et que tout tombe à terre, ben, vous allez pouvoir évacuer en voiture et aller dans un endroit sûr, peut-être à la campagne, dans de la famille, là où ils ont un poêle à bois et vous pouvez cuire vos aliments et vous chauffer durant l'hiver. C'est une option. Mais en ces temps de
de menace de détérioration de situation sécuritaire à l'échelle de la planète quand on a deux puissances nucléaires qui s'affrontent et qu'il y en a, en fait, c'est plus que ça. Il y a 5 puissances nucléaires qui s'affrontent. États-Unis, France, Angleterre, Russie et j'oublie l'autre. Ou peut-être qu'il y en a juste 4 aussi. Peu importe. Mais il y a plusieurs puissances nucléaires qui s'affrontent. Et ces puissances-là ont toutes la possibilité de faire exploser des bombes en très haute altitude, au-dessus de l'ennemi. Puis on a la Chine derrière. La Chine qui veille, qui regarde et qui attend son heure. Ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer. Surtout que depuis quelques semaines, Vladimir Poutine a rappelé la doctrine nucléaire russe, qui est on ne s'en sert pas en premier, puis on s'en sert seulement si on a attaqué les infrastructures vitales de la nation ou que le pays est vraiment en danger par une invasion sur le territoire. Alors que la doctrine nucléaire américaine, c'est tous les cas sont bons, puis on se réserve le droit de frapper en premier. Alors, vous voyez, mais ça, les politiques, c'est beau, mais ça ne résiste jamais à la réalité. Et là, ce qui est inquiétant, c'est qu'aux États-Unis, Joe Biden, le président, n'est visiblement pas lucide suffisamment pour être capable de décider ou non d'employer l'arme nucléaire. Mais ils peuvent quand même l'employer. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui décide à la place de Joe Biden. Sinon, si c'était absolument lui qui décidait, croyez-moi, il l'aurait fait remplacer par Kamala Harris, qui est obéissante et qui obéirait aux ordres de lancer des missiles. Donc, ça indique qu'il y a une grande faille dans le système démocratique américain. Et ça va être à surveiller. Внимание!
venez d'entendre La guerre sacrée, qui est un classique de la musique russe et des chants patriotiques russes. Et pour une fois, j'ai mis la vidéo qui va avec. C'est simplement l'extrait d'un film qui relate la bataille de Koursk. Et pourquoi vous voyez des musiciens avec un officier qui tient des combinés de radio? C'est que simplement le signal de départ de cette bataille a été envoyé par cette chanson. Au lieu de dire « ouvrez le feu », ils ont rassemblé des soldats qui ont chanté la guerre sacrée et qui ont diffusé ça sur toutes les radios qui étaient sur le champ de bataille afin que les soldats sachent que c'était le début, c'était le moment d'ouvrir le feu. Et c'est absolument génial comme manière d'annoncer le début de la bataille. Ça s'est produit pour vrai. Et cette chanson, moi personnellement, elle me donne des frissons à chaque fois que je l'entends. Alors, combiné au contexte, combiné au fait que cette bataille-là, la bataille de Koursk, mettait sur le champ de bataille les Soviétiques d'un côté, les Allemands nazis de l'autre, je trouve qu'il y a beaucoup d'analogies avec ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, l'Ukraine, la sempiternelle Ukraine, j'en parle souvent parce que c'est un conflit qui est inusité, extrêmement important, et le premier qui oppose directement l'Est et l'Ouest, dans le fond. La Russie contre l'OTAN. C'est la première fois qu'officiellement ça arrive. Et si on se fie à de nombreux observateurs, l'Ukraine est exsangue. C'est-à-dire, suite à l'attaque par l'Ukraine des infrastructures du pont qui relie la Crimée au continent, disons que les Russes ne l'ont pas aimé. Mais vraiment pas. Alors, ils ont décidé en représailles de détruire les infrastructures énergétiques de toute l'Ukraine. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est pas gentil? Écoutez, c'est la guerre, OK? Et la guerre, on prend les moyens pour la gagner. Il y avait une certaine retenue du côté russe, jusqu'à présent. Et là, dès qu'ils ont commencé à toucher aux infrastructures russes, les Russes ont répondu en touchant aux infrastructures ukrainiennes, au point où on envisage d'évacuer Kiev, qui est quand même 3 millions d'habitants, au cas où on n'arriverait pas à pouvoir les nourrir et les chauffer adéquatement. Mais au-delà de tout ça, il y a eu, je pense qu'on en est à la 8e ou à la 9e vague de conscription en Ukraine, et ils ont ramassé le fond du panier. Ils n'ont plus personne à envoyer au front, à tel point que maintenant ils mobilisent les femmes. Et les femmes qui sont dans le domaine médical sont immédiatement sur les drapeaux. Les autres font partie des listes de conscription et peuvent être appelés à tout moment. Scott Ritter a signalé que sur les ondes radio de l'Ukraine, près du front, à peu près 70% des échanges se faisaient en langue étrangère. Anglais, polonais, roumain, principalement, mais pas que. Ce qui veut dire une très forte présence de combattants étrangers. Selon lui, il y aurait de 20 à 30 000 soldats polonais en disponibilité, entre guillemets, mais qui sont toujours officiellement des soldats polonais, qui ont été placés, comme on dit, en disponibilité, en congé sans solde ou en congé avec solde, j'en sais rien. Mais l'important à retenir, c'est qu'ils sont toujours membres des forces armées polonaises. Eh bien, il y en aurait 20 à 30 000 qui se battraient présentement en Ukraine à essayer de faire la chasse aux Russes. Vous connaissez la haine proverbiale des Polonais pour les Russes. En fait, la haine proverbiale des Polonais pour à peu près tout le monde. J'ai jamais vu un peuple autant haïr tous les autres peuples qui se trouvent sur la planète. Et aussi prétentieux, hein, je dirais.
Ils ont déjà été un empire, soit, et ils ne le sont plus depuis longtemps. Ils ne l'ont jamais digéré. Ils ont même cessé d'exister comme pays. Ils ne l'ont jamais digéré. Je peux comprendre ça. Mais bon, à un moment donné, il faut s'entendre avec ses voisins. Toujours est-il qu'il y a beaucoup, beaucoup de soldats étrangers. Il y a beaucoup de mercenaires, d'anciens militaires américains, notamment, qui se battent là-bas, ou des anciens militaires récents, c'est-à-dire, comme pour les Polonais, mis en disponibilité, qui ont officiellement quitté l'armée et qui vont probablement y revenir quand ils vont revenir d'Ukraine, s'ils en reviennent. Bref, il y a tout un jeu, et on observe une otanisation du conflit en Ukraine. Ça fait longtemps qu'on soupçonne l'OTAN d'exercer le commandement en Ukraine, de sacrifier des troupes ukrainiennes pour essayer de faire une guerre d'usure face aux Russes, pendant qu'à l'arrière, ils entraînent des troupes ou ils regroupent des troupes et ils leur apprennent à fonctionner en tant qu'unité. Mais pour le moment, en fait, jusqu'à présent, c'était pas très visible l'implication étrangère. Mais plus ça va, plus ça l'est. Qu'est-ce que ça signifie au juste? C'est une bonne et c'est une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que l'OTAN ne veut pas s'engager ouvertement. La mauvaise, c'est que probablement que la Pologne essaie de forcer un conflit ouvert entre l'OTAN et la Russie. Ce qui fait que ça pourrait être assez tragique, surtout pour les pays qui bordent l'Ukraine et les pays qui sont en contact avec la Russie. C'est évident que si un conflit commence avec un des pays de l'OTAN, la Russie va se trouver automatiquement en guerre contre tous les pays de l'OTAN. Que la Russie soit agresseur ou non, ou que ce soit le pays de l'OTAN qui est agresseur ou non. On sait qu'en vertu du traité de l'Atlantique Nord, c'est le nom de l'OTAN, les pays membres qui agressent un autre pays ne bénéficient pas de la protection de l'OTAN. En revanche, si la Pologne décidait ouvertement de créer des casus belli, et ils sont en train d'en créer, ça voudrait dire que la Russie pourrait exercer des représailles directement en Pologne. Est-ce qu'il va y avoir un tribunal qui va examiner si la Pologne a causé une guerre ou si c'est la Russie qui l'a causée? S'il y en a un, ça va être à peu près comme Nuremberg. Et je ne dis pas que ceux qui étaient jugés à Nuremberg étaient exempts de crimes, mais c'était un tribunal qui était organisé pour condamner. Eh bien, dans le cas de l'OTAN, le respect du droit international, ce n'est pas leur fort, ce n'est pas leur spécialité, ce n'est pas dans leur valeur même s'ils le disent. Quand ils veulent attaquer, ils attaquent. Et ce n'est même pas une alliance défensive parce que les guerres de l'OTAN ont toutes été offensives jusqu'à présent. On regarde la Libye, on regarde la Yougoslavie. Je n'aime pas cette organisation. Elle aurait dû disparaître en 1991. Ça aurait fait baisser énormément la tension de tous les côtés. Il n'y aurait pas eu d'expansion de l'OTAN. Il n'y aurait pas eu de menace contre la Russie. Et finalement, on vivrait sur une planète heureuse. Ah non, on sait bien, il y aurait eu d'autres choses. Je ne suis pas naïf à ce point-là. Du côté russe, ça fait longtemps qu'on sait que la guerre est en fait contre l'OTAN. Du côté OTAN, on ne sait pas tellement encore que c'est l'OTAN qui fait la guerre à la Russie. Du moins dans les masses populaires. Aux yeux des populations de toute l'Europe et de toute l'Amérique, on aide un pauvre pays opprimé à l'idéologie nazie se défendre contre un méchant pays oppresseur qui est redevenu chrétien, qui pratique une forme de conservatisme traditionnel, qui n'a plus la sacro-sainte religion en l'État, mais qui pratique sa religion traditionnelle
et qui possèdent un État fort. Bref, c'est l'inversion des valeurs. Quoi dire d'autre? C'est vraiment l'inversion des valeurs qui se produit. Maintenant, ces derniers jours, il commence à y avoir du mouvement autour du front. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait eu une offensive russe qui avait complètement bousculé 4 bataillons ukrainiens, en tout cas, sous drapeau ukrainien, qui défendaient une ville relativement importante, je ne me rappelle plus du nom, et que ça avait complètement bousculé les défenses de cette région-là. Et bientôt, le sol va geler. D'ailleurs, les Français qui sont déployés en Roumanie se plaignent déjà du froid. Qu'est-ce que ça va être s'ils vont un peu plus loin en Ukraine? Mais ouais, le froid qui va geler le sol va permettre le déploiement de blindés à très grande échelle. Jusqu'à présent, les Russes se battaient dans des endroits qui étaient peu propices à des grandes épopées de blindés. Il y avait beaucoup de feuillage, il y avait beaucoup de couverts, il y avait des terrains qui étaient un peu accidentés. Et c'est pas l'endroit idéal pour déployer une division ou un corps d'armée blindé et de l'envoyer rouler à travers les champs. Mais là, ils arrivent à la limite du paysage, je dirais, pas idéal pour les blindés, et ils arrivent dans ce qu'on appelle des plaines, qui vont être très propices aux blindés, qui vont offrir peu de capacité de camouflage aux forces ennemies. Et vous savez que dans cette guerre-là, la grande innovation, c'est l'usage de drones. On a fait tout un cas des Bayraktar dans les premiers mois, dans les 2, 3, 4 premiers mois de cette guerre-là. Il est apparu, selon Xavier Moreau et selon d'autres sources, qu'après une semaine de combat, les Ukrainiens ont cessé d'utiliser les Bayraktar parce qu'ils se faisaient descendre et que ça coûte une fortune. Donc, on a vu beaucoup de capacités de détection, y compris avec des drones commerciaux, là. Ce sont des drones qu'on peut acheter sur le marché, mais qui servent et qui sont précieux pour les soldats. Les Russes, je ne sais pas s'ils en avaient peu au départ, mais ils en ont acquis beaucoup. Ils en déploient beaucoup. Ils ont eu aussi récemment les fameux les Doritos ou les Géraniens. Ce sont des drones suicides qui sont évidemment guidés par les ondes avec une petite caméra pour voir la cible, qui portent à peu près une 50aine de kilos, ou peut-être un peu moins d'explosifs, et qui coûtent des peanuts à fabriquer. C'est-à-dire à peu près 50 $ de contreplaqué, une centaine de dollars d'électronique, un moteur chinois à 50 $, plus une coupe de trucs, de la peinture, et voilà, c'est prêt à partir. Et c'est prêt à aller s'écraser contre n'importe quel objectif. Ces petits drones-là peuvent détruire un tank. Et moi, j'ai vu beaucoup de séquences d'explosions sur toutes sortes de véhicules. Et même les tanks dont dispose l'Ukraine se font allègrement détruire grâce à ça. Donc, on voit une nouvelle façon de faire la guerre qui repose de plus en plus sur la détection de cibles. Et pour les cibles en question, leur survie dépend de leur capacité à ne pas être détectées. Mais je vais vous dire, les soldats, peu importe de quel camp ils se trouvent, avec la technologie aujourd'hui, ils n'ont plus beaucoup de chance. Hein. Si quelque chose est là et peut les détecter, cette chose va les détecter. Maintenant, est-ce qu'il y a de la munition pour aller détruire ce qui a été détecté? Eh bien, ça, c'est une autre question. Mais du côté des Russes, il ne semble pas tellement manquer. Je ne sais pas, je ne crois pas que j'en avais déjà parlé, mais il y a des Ukrainiens qui avaient occupé une position abandonnée par les Russes et ils avaient trouvé des munitions. Elles dataient de 1970.
Ça vient de l'arsenal russe de la guerre froide. C'est les mêmes calibres depuis toujours. Et, bien, ils sont rendus à 1970 dans leur réserve. Et ils en ont produit dans les années 70, dans les années 80. Et ils ont continué toujours à produire des munitions. Ils ont le plus grand stock de munitions au monde. Alors que du côté de l'Occident, c'est exactement le contraire. La France a pour 4 jours de combat avec 80 000 hommes déployés. C'est tout. Après ça, il ne reste plus rien. Les États-Unis ne le disent pas, mais ils ont envoyé beaucoup de munitions du côté de l'Ukraine, du 155 mm pour les M777, des roquettes HIMARS, et puis, ben, ils n'en ont plus énormément. Bref, ça va pas tellement bien du côté ukrainien, otano-ukrainien. Et du côté russe, ben, ils sont en train de déployer leurs 300 000 hommes. Il y en a encore qui sont dans des camps de rafraîchissement. Parce que c'est tous des gens qui ont déjà reçu leur instruction militaire jadis. Ça peut faire 1 an, ça peut faire 3 ans, ça peut faire 5 ans qu'ils ont reçu leur instruction. Alors, certains ont besoin de petits rafraîchissements de 3 semaines, d'autres ont besoin de 5, 6, 7, 8 semaines. Ils ne font pas comme les Ukrainiens, ils n'envoient pas des gens au front qui n'ont pas la formation nécessaire et qui n'ont pas toutes les chances de pouvoir accomplir leur mission. Alors, je vous le dis, on est à la veille d'assister à des développements sur le front ukrainien, si on peut dire. Et puis, peut-être qu'il va y avoir quelque chose du côté des États-Unis. Déjà, la rhétorique nucléaire a baissé. Les Américains ont fait... En fait, c'est eux autres qui avaient commencé à hausser le ton avec les armes nucléaires en demandant à plusieurs pays limitrophes de la Russie d'accepter de recevoir des armes nucléaires américaines. Ce qui est une menace directe. Écoutez, en 62, oui, la crise des missiles cubains, c'était exactement le même problème, mais inversé. C'était les Russes, ben, les Soviétiques, qui voulaient déployer des missiles à Cuba et qui auraient pu toucher jusqu'à Washington avec la portée qu'ils avaient. Et les Américains ont mis leurs pieds à terre, ont fait un blocus de Cuba et ont dit « pas question ». Ben, là, ils sont en train de faire, ou en tout cas se proposent de faire, ce qu'ils ont interdit aux Soviétiques de faire. Je veux dire, la logique et la cohérence quant à sa parole ou quant à l'historique de ses actions, ça n'existe pas en matière de relations internationales. Les précédents et tout ça, là, ça, c'est quand le droit international est respecté. Quand les intérêts supplantent le droit international, ne craignez pas que le règne de la règle de droit disparaît assez rapidement. Donc, c'est à suivre côté Ukraine. Je suis convaincu que les Américains n'ont pas dit leur dernier mot, même si aussi on a appris qu'ils avaient, demandé à l'Ukraine ou indiqué à l'Ukraine qu'un jour, il va falloir qu'ils négocient. Et ils ont fait communiquer cette information-là aux pays qui aident l'Ukraine. Et déjà, les aides étrangères commencent à se tarir. Bon, il y a des causes économiques, mais aussi, peut-être qu'ils se rendent compte que l'Italie, la France, l'Allemagne, peut-être qu'ils se rendent compte que le conflit risque plus de dégénérer que ce qu'ils pensaient. Et à ce moment-là, ben, ils ne veulent peut-être pas être entraînés là-dedans. Donc, il y a espoir que ça se règle dans les prochains mois. Moi, j'ai l'impression que ça va se régler par la prise d'Odessa et la montée sur Kiev, surtout si Zelensky fait évacuer Kiev parce qu'il est plus capable d'éclairer, chauffer et de nourrir sa population locale. Je voyais des extraits de ce qui se passe à Kiev et ils ont chaque magasin a sa génératrice. Les gens rentrent dans le magasin avec leur lampe de poche
ils font leurs emplettes. Et quand il y a suffisamment de gens qui sont prêts à payer, là, ils démarrent la génératrice, ce qui fait démarrer l'ordinateur, ce qui fait démarrer les caisses. Et là, ils peuvent enregistrer les ventes et échanger de l'argent et peut-être payer par l'équivalent des cartes de débit ou des cartes de crédit, je ne sais pas trop. Mais l'électricité, ça va être 5 à 10 minutes par heure pour recevoir les paiements. Donc, c'est une situation qui est très fragile, qui est très délicate, à Kiev même. Et là, ben, malheureusement pour eux, les Kievois découvrent c'est quoi la vie dans des conditions de guerre, alors que dans les 8 dernières années, ils se moquaient bien des habitants du Donbass qui vivaient dans des conditions similaires. En fait, pire, parce que au Donbass, ils se faisaient bombarder dans toutes les agglomérations importantes, y compris les zones civiles. Ce qui n'est pas le cas pour le moment du côté de l'Ukraine. Oui, on a plein de gens qui disent que les Russes commettent des crimes de guerre, les Russes ciblent les civils, les Russes font exprès vont violer les femmes ukrainiennes. Ça, c'est de la propagande. Celle qui disait justement que les Russes violaient les femmes ukrainiennes, elle s'est dédiée, puis elle a dit non, c'est un mensonge. On peut voir aussi, oui, il y a des combats dans les zones civiles, malheureusement. Les armées se tirent dessus là où se trouve leur ennemi. Et en Ukraine, l'ennemi se cache dans les zones résidentielles. Rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelques instants sur le camouflage et la détection. Évidemment, si on a une maison dans laquelle on peut se cacher, ben, les drones ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur et ne savent pas qu'il y a des soldats. Par contre, s'il y a un véhicule militaire juste à côté, ah ben là, ils vont recevoir des obus, ça ne sera même pas long. Alors, c'est la tactique qu'ont trouvé les Ukrainiens pour essayer de limiter les dommages. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas tellement. Donc, oui, on s'en va vers la fin du conflit. Il est peu probable qu'on ait une solution négociée. Et si elle l'est, ça va être extrêmement désavantageux pour l'Ukraine. Ça va revenir au petit noyau initial de l'Ukraine, qui était beaucoup plus petit que le pays, entre guillemets, qui a été créé en 1991 et qui n'avait jamais eu ces frontières-là. Et il y a aussi la Pologne qui se prépare à annexer des parties de l'Ukraine, des zones qui lui avaient été prises en 1945 par l'Union soviétique. Ça va être un beau merdier. Et c'est là qu'on réalise qu'il n'y a pas d'amis en matière de relations internationales. Il n'y a que des intérêts. Et quand ça touche la Pologne, c'est toujours radical. Maintenant, on verra. Moi, je ne fais pas de prédiction. J'essaie de déduire en fonction de ce que je vois, de ce que je connais. Je suis très aux aguets et j'ai la chance d'avoir plusieurs contacts qui me fournissent d'informations, dont ceux qui suivent le Disto Show vont le connaître. Pendant Résistance, qui m'abreuve d'informations à longueur de journée. Je ne sais pas quand est-ce qu'il dort. En tout cas, mon panda, tu fais une maudite belle job. Je l'ai dit plusieurs fois, puis je continue de le dire. Puis il est temps que je le dise ici, parce que comme recherchiste, là, wow, on ne tombe pas en panne d'informations avec toi. Donc, merci à Panda Résistance. Je pense que je pourrais clore ici, parce que ça finit par être des redites et des répétitions quand on parle de l'Ukraine, même si à chaque fois je mentionne l'évolution de la situation. C'est jamais exactement pareil, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Mais je veux quand même vous parler d'un petit événement qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques jours, Piero San Giorgio, que vous connaissez sûrement, il m'a contacté et il a dit « Hey, ça fait longtemps! » Puis, à l'époque, je lui avais dit « Ben, je quitte la vie publique. »
Et bon, ben, il a évidemment compris ça, il a respecté ça, puis on est resté en contact. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai recommencé ma vie publique avec les opus, et puis, ben, il s'en est rendu compte. Euh, Et puis, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit hey, est-ce que ça te tente qu'on fasse un entretien? J'ai dit oui, du moment que c'est audio. Parfait. Alors, on a fait, je pense que ça dure 1h10 d'audio. Et ceux qui connaissent Pierrot comme intervieweur, vous savez qu'il a une énorme qualité comme intervieweur. C'est quelqu'un qui laisse parler son invité. C'est pas quelqu'un qui se sert d'un invité pour se mettre en vedette ou pousser une idéologie ou pousser un point particulier. Non, c'est quelqu'un qui s'assoit, qui pose des questions et qui fait et laisse parler son invité. Et puis, ben, c'est ce que j'ai fait, j'ai beaucoup parlé. Ça vous étonne? Et puis, ben, c'était très sympa, ça devrait être publié peut-être, ça devrait être mis en ligne peut-être dans une dizaine de jours. Si vous me suivez, ben, je posterai quelque chose sur ma chaîne pour vous dire où aller écouter ça. Parce que je vous répète, c'est en audio. Et bien évidemment, puisque j'ai recommencé à faire des diffusions publiques, ben, on a convenu de se reparler à intervalles réguliers. Et je vous annonce qu'il y a de fortes probabilités qu'on fasse un poisson d'avril 2023. Ceux qui suivaient nos chaînes à l'époque ont pu se marrer à quelques reprises avec nos poissons d'avril. Et puis, c'est là que vient la phrase célèbre de Pierrot. C'est ça l'esprit survivaliste. C'est penser à des trucs utiles et qui tuent des gens. Évidemment, c'est des vidéos humoristiques, hein? Mais on avait fait un bug-out tank, une vidéo, alors, je pense que ça durait 1 heure, sur un bug-out tank qui commençait extrêmement plausible, avec des descriptions techniques et tout ça. Et plus ça avançait, plus ça devenait farfelu, mais en gardant un ton sérieux. Et il y a des gens qui s'y sont fait prendre. Parce que c'est juste qu'à la fin, on déconne. Et là, c'est facile de comprendre que c'était un poisson d'avril. Et je me demande si on ne le disait pas même. Mais il y en a qui y ont cru jusqu'à la fin. Et puis, nous, on s'est bien bidonné. On avait fait ça un soir à New York, dans notre chambre d'hôtel. J'étais allé avec un ami pour aller rencontrer Pierrot. Et puis, un ami commun, dont je parle dans l'entretien avec Pierrot, d'ailleurs. Et puis, on avait changé les trucs, on avait déplacé les meubles. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais les chambres d'hôtel à New York, là, ça coûte cher et c'est petit, en sacrement. Mais on a tassé les 2 lits, puis on a bougé les meubles, on a pris une lampe, on l'a inclinée pour faire plus d'éclairage. C'était amateur, mais on s'était bien bidonné. Et puis on en a fait un autre sur la route, aux États-Unis encore, je pense que c'est l'année d'après, sur la route entre Montréal et Boston. Et on s'était arrêté quelque part dans une aire de repos. Et on avait tourné notre fameux poisson d'avril où Pierrot révélait être devenu Antifa et moi être devenu trans. Si vous ne l'aviez pas vu, Pierrot s'était mis une espèce de perruque. Il avait l'air d'avoir des cheveux sales. C'était mourant. Et puis après ça, on avait fait un truc où on était devenus des politiciens de gauche et de droite, mais de connivence. Ça aussi, c'était drôle. Mais toujours est-il qu'on devrait recommencer. Il suffit de trouver la bonne idée, le bon concept, et on est parti pour un poisson d'avril 2023. Mais sinon, ben, c'était très agréable avec Pierrot, comme toujours. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé de vive voix. Et c'était un réel plaisir. On s'envoyait des courriels de temps en temps, là, mais de vive voix, ça faisait très longtemps. Et si ce n'était pas de la situation sécuritaire,
d'abord de la COVID et ensuite de la situation sécuritaire. Je pense que ça ferait longtemps que je serais allé lui rendre une petite visite parce que je me dis que ses réserves de sirop d'érable elles doivent être bien basses après toutes ces années. Alors, ben voilà, c'est pas mal tout pour le moment. Je vais essayer d'aller dans les prochains opus. Je vais essayer de les faire moins espacés et plus fréquents. Puis je vais essayer de parler de sujets qui sont plus d'actualité, crise. Et là, je parle pas de l'Ukraine, mais je parle de la manière de faire face aux crises actuelles, un peu plus dans le concret. C'est beau de parler, de faire des réserves. C'est beau de parler, j'ai parlé du solaire, mais ça, c'est des grosses installations. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, peut-être à plus petite échelle, et qui changeraient soit notre qualité de vie en situation de crise, ou qui amélioreraient carrément nos chances de passer au travers? En attendant, le trio magique pour le moment, c'est nourriture, eau et moyens de cuisson. C'est la base. Si vous n'êtes pas déjà un prepper, si vous n'êtes pas déjà un survivaliste avec des années d'expérience ou des années de développement ou des années d'accumulation de nourriture et de matériel, n'espérez pas en devenir un en quelques semaines. Ça n'arrivera pas. En revanche, vous pouvez, comme je vous dis, vous mettre de la nourriture de côté, des moyens de la faire cuire, ainsi que des moyens d'avoir de l'eau en tout temps. Ça implique évidemment un filtre éventuellement, un bon filtre. Et avec ça, vous allez pouvoir passer au travers de bien des choses. Là, n'oubliez pas les tablettes des supermarchés, ça commence à se vider. Et quand on regarde ce qui se passe un petit peu partout, aux États-Unis, ils ont pour, je pense, une trentaine de jours de diesel qui leur reste. Après ça, ils vont tomber à courte durée. Et sans durée, les moteurs diesel ne fonctionnent pas. Bon, il y a toujours moyen de bypasser la nécessité de l'urée. C'est un détecteur. Mais je pense que c'est l'urée. C'est peut-être autre chose, mais en tout cas, il y a une substance dans le diesel, dans le fuel, qui est détectée par les moteurs et les moteurs ne fonctionnent que s'ils détectent cette substance. C'est pour les normes anti-pollution et blabla, blabla, blabla. On pourrait tout simplement dire à l'ordinateur de reprogrammer l'ordinateur du camion et lui dire oublie cette vérification-là, on n'en a pas besoin. Merci, bonsoir. Mettre l'emplacement mémoire à 1 au lieu de 0 et puis le programmer en dur là, pour qu'il soit à 1 tout le temps. Et ça n'affecterait pas le fonctionnement du véhicule, urée, pas urée, ou peu importe le nom de la substance en question. Le moteur démarrait et permettrait de continuer les livraisons. Et c'est très dramatique en Amérique du Nord si on n'a plus les camions. Parce que l'écrasante majorité du transport se fait par camion. Imaginez ça. Et imaginez le Québec sans les camions. Oui, on a de l'industrie alimentaire qui exporte, mais à un moment donné, on se tannerait de manger toujours du porc. Hein? On voudrait avoir du blé, on n'en produit pas au Québec, pas de manière notable, et on voudrait avoir des fruits et des légumes. On a peut-être les tomates savoura, mais ils ne sont pas en mesure d'approvisionner tout le Québec pendant des mois et des mois. Hein? Et eux aussi ont besoin de matières premières. Ils ont besoin d'engrais, ils ont besoin de pièces. Il y a toujours des trucs qui brisent. Ils ont besoin d'énergie pour être capables de chauffer les serres. Tout dépend de l'énergie. Et si l'énergie vient qu'à faillir, en plein hiver, au Québec, on parle de mort. Et de mort à l'intérieur d'une période de 3 ou 4 jours. À ce point-là. Bon, voilà, c'est terminé, mais j'ai trouvé le moyen de rallonger encore. Je vous l'avais dit que j'étais TDA.
Alors, ben, là, c'est vrai, je termine. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre patience parce que normalement, on publie quelque chose à toutes les semaines et on s'attend à l'avoir à toutes les semaines. Et bon, je suis pas très, j'ai pas été très assidu au niveau de mes publications. J'avais des bonnes raisons avec ma voix. Mais là, j'en ai plus. Ma voix est revenue, ou à peu près. Il y a des journées meilleures, il y a des journées pires, mais c'est suffisant pour pouvoir enregistrer. Donc, je n'ai plus d'excuses, sinon le manque de temps. Et je manque de temps. J'ai trop de trucs. J'ai commencé des nouvelles fonctions à mon boulot et ça me rajoute peut-être 1 heure et demie à chaque jour. Donc, et j'arrive le soir, ben j'arrive. Je quitte pas ma maison, là, mais je finis ma journée et je suis épuisé. Mais bon, c'est pas grave. Je devrais pouvoir produire un petit peu plus fréquemment. Là-dessus, voyez-vous, j'allais vous dire au revoir, puis à la prochaine. Puis je suis reparti encore sur quelque chose, après vous avoir dit que j'étais pour vous le dire que j'étais parti sur quelque chose. Ah, c'est pas drôle. Mais c'est pas grave. Je suis sûr que ça me donne un petit côté sympathique. J'espère. Merci beaucoup. Soyez prudents et à la prochaine.